Combien de temps doivent attendre aux urgences les Témiscabitibiens et quoi comprendre dans l'entente entre les travailleuses de CPE et Québec? Voilà les questions qu'on s'est posées pour vous. Ici Anthony Dallaire et voici vos informations. Le temps d'attente dans les hôpitaux de l'Abitibi-Témiscamingue a augmenté en 2024. C'est ce que révèle l'Institut économique de Montréal dans leur dernier rapport qui place tout de même la région sous la moyenne québécoise. Un reportage de William Maillé. 4h36 minutes. C'est le temps d'attente médian que les patients de l'Abitibi-Témiscamingue ont passé à l'urgence l'an dernier. C'est une augmentation de 13 minutes par rapport à 2023. Et il faut noter quand même qu'il s'agit là d'un temps beaucoup plus rapide que la moyenne, plutôt que la médiane au Québec qui s'élève à 5h23. Donc on fait mieux, on est parmi les bonnes provinces, plutôt les bonnes régions, pardonnez-moi. Par contre, on voit quand même que ça augmente. L'hôpital de Rouyn-Noranda est celui en région où l'on attend le plus, soit plus de 6 heures. Tous les autres hôpitaux ont également vu une hausse du temps médian d'attente, sauf celui de Témiscamingue-Kippawa, qui affiche le troisième temps d'attente le moins long au Québec. Dans l'absolu, certes, on fait mieux, mais si on ne fait que regarder la région à travers le temps, l'augmentation du temps, il est alarmant. Il est alarmant et c'est pour cette raison notamment qu'on doit s'assurer de la réduire parce qu'encore une fois, ce sera les Abitibiens et les Témiscamiens qui vont en faire le prix. L'arrivée de la main-d'œuvre de l'extérieur, comme les infirmières d'équipe volante, a permis à la région d'éviter une augmentation plus importante. Je pense que ça vient aider la région davantage pour s'assurer d'avoir une main-d'œuvre qui vient soigner les Québécois et les Québécoises. Maintenant, quand on compare à des régions comme Laval, où c'est 8 heures de temps d'attente typique, d'autres régions où on est plus près de 7 heures, je pense que quand même, avec un 4h36 pour cette année, on se démarque. L'Institut économique de Montréal recommande une refonte du modèle de système de santé québécois qui inclurait plus de services au privé. Le gouvernement a augmenté son budget d'opération en santé de 50% au minimum depuis son arrivée au pouvoir. Donc, c'est pas une question de ne pas mettre assez d'argent dans le réseau de santé, mais c'est de dire que ça prend une nouvelle architecture pour assurer de bien soigner les Québécois et les Québécoises. L'Institut économique de Montréal s'attend à ce que la situation dans les urgences se dégrade encore et à ce que le temps d'attente augmente dans les prochaines années. Le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue n'a pas répondu aux demandes d'entrevue. William Maillé, RNC Nouvelles. Et on poursuit en parlant des CPE. Une entente de principe a été conclue hier entre la CSN et le gouvernement. Et Olivier, les travailleuses de la région ont voté majoritairement pour cette entente-là. Absolument, Anthony. 96 des travailleuses affiliées dans la région ont accepté l'offre du gouvernement. Ça représente au total 5 syndicats sur les 7 dans la région ayant voté en faveur. Au niveau des gains, il y a l'obtention de primes de plus de 3 de l'heure pour les travailleuses du Témiscamingue. C'était l'un des enjeux prioritaires dans les négociations. Par contre, le syndicat n'est pas satisfait à 100 de l'entente, mais considère avoir été chercher le maximum. On écoute la vice-présidente Lynn Massicotte sur le sujet. Ici, en Abitibi-Témiscamingue, c'est tout près de 900 enfants qui attendent des places en CPE. Donc, on se serait attendu à ce que le gouvernement soit un petit peu plus proactif et prenne un peu plus d'engagement envers les travailleuses, mais satisfaite à 100 non. Par contre, on est conscient qu'on a atteint la limite de ce qu'on pouvait aller chercher, que ça n'aurait pas été profitable de poursuivre là, avec la grève générale illimitée. Et en terminant, Anthony, l'entente entre le gouvernement et la CSN devrait être signée au cours des prochaines semaines. Parfait, merci beaucoup Olivier. Un dossier à suivre. Au plaisir. Parlons du travail fait auprès des populations vulnérables maintenant. Les travailleurs de rue de l'organisme Arrimage se dotent d'un nouvel outil pour faire connaître leur profession et faciliter leur approche avec le public. J'ai rencontré Benoît Lallemand, l'un des instigateurs du projet. On est venu vous donner une grosse nouvelle aujourd'hui. L'ouverture de la première chaîne YouTube de Arrimage Jeunesse. Ouais! Concrètement, c'est quoi cette page YouTube-là et ça part d'où? C'est pas nouveau dans le fond qu'Arrimage, on veut faire des vidéos sur le net. On en a fait par le passé, moi et mon ancien collègue. Ça avait quand même bien fonctionné. Puis le travail de rue, dans le fond, c'est de rejoindre les gens dans leur milieu, créer des liens de confiance avec eux. Donc, le net, en fait, le web, les réseaux sociaux, c'est vraiment un milieu de vie des jeunes et des moins jeunes. Fait qu'on veut être présent là-dessus puis se faire connaître. Beaucoup de personnes sortent moins de chez eux. Puis si par le biais de ces vidéos-là, ils peuvent apprendre à nous connaître en tant qu'humains, savoir qui on est. Puis c'est quoi notre rôle?
bien déjà, on a un pas de fait vers l'avant avec ces personnes-là. Puis s'ils ont besoin d'aide ou s'ils ont besoin de jaser à quelqu'un, bien, ils vont nous connaître, ils vont savoir qui on est. Mais c'est ça ma prochaine question. Pourquoi c'est important de vous connaître, vous, en tant que travailleur? Bien, comme je disais, notre métier, c'est un métier qui est quand même méconnu, qui est très flou pour les gens. Fait qu'à chaque année, nous, on travaille fort pour faire connaître notre travail, notre approche. Donc, de le faire justement là, sur les réseaux, je pense que c'est une bonne façon de se faire connaître. Ouais. Et concrètement, ça va être quoi les thèmes abordés dans votre chaîne YouTube? Ça va dépendre de notre brainstorming qu'on va faire avec le futur, mais déjà, on a plein de projets. Premièrement, les enjeux du travail de rue, un peu sur la réduction des méfaits, sur certains problèmes sociaux que les jeunes ou les moins jeunes peuvent vivre, comment on peut informer les gens. Fait que ça va être à titre informatif et selon les besoins aussi qui vont ressortir suite à nos premières vidéos. Ouais. C'est ça, donc vraiment de toucher le plus de thèmes possibles qui peuvent rejoindre le plus de monde possible. Exactement, c'est ça. Fait que ça va être à voir, mais pour l'instant, on a déjà plusieurs idées de concepts pour des vidéos qui soient un peu humoristiques ou qui soient vraiment informatifs, préventifs. On va voir, mais on a un peu la carte blanche là, à ce niveau-là. Ouais. Ça va vous servir d'outil pour vous et pour le public. Concrètement, comment ça va vous aider à faire justement mieux votre travail avec le public? Bien, premièrement, il y a des gens peut-être qui me croisent dans la rue souvent, qui se demandent qui je suis. Mais ils me voient souvent parce qu'on observe, mais les gens nous observent aussi. Puis peut-être d'avoir vu cette vidéo-là, ça va permettre de faire le premier pas pour me rencontrer. Puis ils vont faire comme, hey, lui, il fait de la musique, on connaît ses passions, on sait un peu c'est qui. Bien, je vais oser aller le voir puis dire salut. T'sais. Fait que nous, c'est vraiment un premier pas vers la prise de contact, la création de liens, qui est vraiment ça le travail de rue. Ouais. Vous n'êtes pas juste des personnes qui vous promenez, je veux dire, vous avez une personnalité derrière le sac à dos, derrière la casquette. Exactement. Le travail de rue, c'est qui on est. Moi, ma rue ne ressemble pas nécessairement à celle de mon collègue parce qu'on est différents. On a des passions différentes. Les gens qu'on attire, on va dire, sont un peu différents aussi. Fait que de faire connaître notre personnalité à travers ça, bien, c'est un bon moyen de rentrer en contact avec les gens puis d'échanger aussi dans le positif parce qu'on n'est pas juste ça dans le négatif. Benoît, merci. Bien, merci à toi. Au culturel, l'humoriste José Godet est de passage en région cette semaine. À 53 ans, c'est son tout premier one-man show. C'est donc pour ça qu'il l'a nommé « Il était temps ». José Godet vous prépare un spectacle de stand-up pur et dur. Il parle de sa vision des choses sur la vie au jour d'aujourd'hui et ses réflexions sur la société. Il est au Théâtre du Cuivre de Rwanda ce soir. Il sera de passage à Val-d'Or demain et à Amos jeudi. Au sport, la période des transactions avant le repêchage 2025 de la LHMQ est bien lancée et les Foreurs ont d'ailleurs lancé le bal dans les dernières heures en effectuant plusieurs transactions. Pour l'instant, ce qui retient l'attention, c'est majoritairement des choix de repêchage. Les Foreurs ont notamment ajouté à leur rang le défenseur Anthony Paré de l'Océanique de Rimouski contre un choix de première ronde en 2025. L'attaquant de 20 ans, Adam Cavalin, des Voltigeurs de Drummondville, s'amène aussi à Val-d'Or contre un choix de quatrième ronde en 2027. Autre fait notable, le défenseur Evan Despatie des Foreurs prend la direction de Rimouski contre un choix de quatrième ronde en 2027. Et à la météo de l'Abitibi-Témiscamingue pour ce soir et cette nuit, c'est partiellement nuageux avec des risques de pluie par endroits au courant de la nuit. Les minimums seront entre 18 et 19 degrés Celsius pour la journée de demain. C'est nuageux avec 40 de probabilité d'averse sur tous les secteurs. Les maximums seront de 22 degrés Celsius. Et finalement, en aperçu pour jeudi, c'est du soleil avec des maximums entre 24 et 25 degrés Celsius. Et voilà, c'était vos informations régionales. Merci encore une fois d'avoir été de nôtres. Nous, on se dit bien évidemment à demain pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.